Salut les graphes, bon, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. C'est un petit peu dur puisque j'enchaîne avec la gastro maintenant. Donc tous les parents, je pense, savent ce que c'est. C'est en mode cycle et ça tourne. Donc ça a été un petit peu dur. J'ai pas réussi à profiter des portes de sortie ou des portes d'entrée du marché parce que le suivi évidemment est bien plus compliqué. Évidemment, Meta nous retourne un petit peu l'affaire. Au sortir de la Fed, c'était plutôt intéressant puisqu'on consolidait pas mal, mais avec les résultats des GAFAM, évidemment, on remonte la pente et encore, heureusement que Apple nous fait pas des 100 et des 1000. Ça permet un petit peu de condenser le truc. Mais en même temps, sur la Fed, évidemment, donc Powell nous a dit qu'ils n'allaient pas baisser les taux, c'est pas une surprise, le marché a baissé en mode oh mon Dieu, on baissera pas les taux tout de suite, etc. Mais franchement, on va les baisser. Donc le marché est en mode, si vous voulez, l'économie continue de bien aller. Ça va être très intéressant. Alors au moment où je tourne la vidéo, la stat chômage n'est pas sortie encore, elle va sortir dans 2 heures. Donc ça sera intéressant de voir comment le marché réagit en mode les stats du chômage sont bonnes ou pas bonnes, et donc ça veut dire que la Fed baissera les taux ou pas tout de suite. Mais je veux dire, voilà, on n'est pas à 2 mois près, je veux dire, qui les baisse en mars, qui les baisse en mai ou en juin, ça fait pas une grosse différence. Ce qui fait la différence, c'est que le marché anticipe qu'ils vont les baisser. Et à partir du moment où le marché anticipe qu'ils vont les baisser, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, ça nous soulage l'immobilier. Deuxièmement, ça nous soulage au niveau de tous les refinancements qui doivent avoir lieu cette année et qui commencent déjà à avoir lieu, que ce soit au niveau des États. Les États dans le monde n'ont jamais autant emprunté que maintenant, que cette année. Les entreprises n'ont jamais autant emprunté que maintenant. Vous avez les taux qui sont montés. Donc là, avec des projections de taux qui baissent, si vous voulez, ça fait un petit peu moins de pression sur le crédit. Et l'économie, à côté de ça, va toujours très bien. Alors, c'est toujours la même chose. L'économie, si vous voulez, se dégrade, mais elle se dégrade lentement. Avant de se dégrader rapidement. C'est toujours la même chose. Quand vous regardez des cours d'action également, vous allez toujours vous rendre compte qu'avant le grand saut, mis à part une news bien entendu, mais avant de faire le grand saut de la panique baissière, etc., en règle générale, une tendance s'est dégradée au fur et à mesure et doucement. Et ensuite, elle s'est dégradée rapidement. De la même manière qu'une tendance haussière monte d'abord, on va dire, par escalier, avant de finir en apothéose, en exponentielle. C'est toujours la même idée qu'il faut avoir, si vous voulez, c'est que les choses se font pas du jour au lendemain, sauf si news, comme je l'ai dit, et ça se fait de manière graduelle jusqu'à arriver au paroxysme et de l'exponentielle ou de la panique, à la hausse ou à la baisse. Donc c'est ça qui nous intéresse actuellement, et quand on regarde les taux américains, ils s'y sont pas trompés. Le marché a beau baisser sur le fait que Powell nous dit qu'ils ne baisseront pas les taux tout de suite. Le marché obligataire, lui, a bien compris que on n'est pas à 2 mois près, on part dans une politique de baisse. Ce qui sera le plus important, et c'est peut-être pas quelque chose dont le marché va se préoccuper tout de suite, ça sera quand on commencera à dégrader l'économie un petit peu plus fort, ça sera, on se dira, est-ce que la Fed baisse les taux suffisamment fort? Mais ce qui sera plus important de regarder, c'est que la vidéo que je vous ai publiée cette semaine et que je remettrai en fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'est de regarder un petit peu également le déficit et l'endettement des États. Ne pas oublier qu'on a les élections américaines en fin d'année. C'est pas maintenant qu'on va commencer à se serrer la ceinture. On va plutôt, comme on le voit en France, promettre monts et merveilles, dire oui à tout. Et aux États-Unis, donc, il y a même cet aspect cannabis pour moi qui a un aspect spéculatif. Et vous avez déjà du true leaf, donc des actions cannabis qui sont purement américaines et qui peuvent profiter justement du fonds. Ils veulent mettre un fonds pour que les boîtes américaines de cannabis puissent emprunter plus facilement. Donc voilà, on en est là. Et du coup, également, ne pas sous-estimer qu'on relance un petit peu certainement les fusions-acquisitions et que ça peut être quelque chose aussi qui motive le marché dorénavant. Là, d'un point de vue résultat, euh, d'un point de vue baisse des taux, etc., on se dit le marché, il est allé plus loin que la réalité. Mais c'est toujours pareil, le marché, il va toujours plus fort dans un sens ou dans un autre. Quand il panique trop fort. Quand il est en mode exponentiel euphorique, il est content trop fort. Et donc, c'est qu'une question de réajustement derrière. Mais du coup, ne pas sous-estimer qu'à un moment donné, si vous voulez, on a bien deux salles, deux ambiances. Donc, on a deux types de marchés. On continue essentiellement d'avoir les grosses pondérations
qui font la pluie et le beau temps sur les indices. Mais quand vous sortez un petit peu la tête des indices, on a eu depuis novembre un certain nombre de rattrapages sur un certain nombre d'actions, mais on est loin d'être dans les tendances haussières exponentielles que l'on peut avoir et que l'on peut retrouver sur une vingtaine ou une trentaine de titres. À côté de ça, donc, on a beaucoup de titres qui sont sous-valorisés. Donc en fait, on a toujours cet aspect-là où les gérants, quelque part, ne font que favoriser les mêmes valeurs parce qu'il y a du revenu récurrent et qu'en gros, on ne peut pas se planter. Et si on se plante, ben, on se plante avec tous les petits copains, donc personne ne peut nous virer globalement parce qu'on aura fait la même erreur que tout le monde, et donc c'est pas notre faute. Mais à côté de ça, on commence à avoir de plus en plus de valeurs qui sont des bons business, hein, on ne parle pas de merdouilles, qui se payent pas cher. Alors oui, on peut se dire c'est plus cyclique, donc éventuellement si on se finit par se taper une récession à un moment donné ou à un autre, c'est des business qui vont potentiellement souffrir, mais toujours est-il que c'est des business, à mon avis, pour moi, qui, pour un investisseur qui réfléchit en mode long terme et qui se dit je veux avoir une marge de sécurité, je veux me protéger, c'est ça qui va être plus intéressant, où on va se projeter avec une perspective, si vous voulez, de profit qui est bien supérieure à aujourd'hui continuer d'acheter des GAFAM, même si en effet elles sont toujours en tendance haussière et qu'elles pourront certainement grappiller encore des quelques pourcents. La projection, si vous voulez, que vous pouvez vous faire à 5 ans ou à 10 ans, forcément, vous avez mangé l'essentiel de la perf éventuellement que vous pourriez faire, et donc ça peut sous-performer par rapport à d'autres classes d'actifs. Et les fusions-acquisitions, elles, à mon avis, c'est essentiellement dans l'industrie qu'il faut les regarder. Et ensuite, dans les plus petites moyennes capes, c'est là où on peut avoir pas mal de choses. Et sur des marchés comme l'Europe, globalement, qui sont moins fournis en termes de flux que les US, on a également beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, les private equity ne s'y trompent pas. Private equity, où on peut se dire que les valorisations sont quand même assez élevées, dans le haut de la fourchette, eux ne s'y trompent pas et utilisent leur cash pour venir faire leurs emplettes en bourse. Et nous verrons malheureusement un paquet de bons petits dossiers avec des fondamentaux intéressants qui auraient certainement pu délivrer des performances beaucoup plus intéressantes à long terme que les prix d'OZPA qui sont proposés. Néanmoins, il y a toujours des choses intéressantes et on le verra après, notamment sur les secteurs d'activité plus industriels, plus cycliques. Donc voilà un petit peu où on en est. Il n'y a pas réellement de grosses surprises pour moi. Le marché est en mode, l'économie est toujours résiliente et en plus on va me baisser les taux, donc c'est le meilleur des mondes possibles. Je pense que d'ici quelques semaines à quelques mois, le narratif changera un petit peu dans le mode où l'économie se dégrade un petit peu plus et mes taux, certes, vont baisser, mais je vais commencer à penser qu'ils vont baisser moins que ce que je pense, moins vite que ce que je pense, et potentiellement pas assez par rapport à la dégradation qui pourra se faire sur l'économie éventuellement. Et ne pas oublier la relance éventuelle de l'inflation, puisque je pars du principe que l'essentiel de la désinflation a été faite. Maintenant, ça va être beaucoup plus dur de continuer à désinflater le reste, mais en gros, le business a été fait globalement, même si c'est le rôle de la Fed évidemment de continuer à vous dire que leur mission n'est pas terminée. Leur mission est terminée là, mais nous en tant qu'investisseurs, il ne faut pas omettre, si vous voulez, que vous pouvez très bien avoir des rebonds de l'inflation. C'est jamais un truc en mode on-off, c'est toujours un truc en mode sinusoïdal. Et après la sinusoïde, si vous voulez, elle se réduit dans le temps, vous avez de moins en moins de volatilité, mais en gros, il faut bien penser en termes de vagues, si vous voulez. On a eu une grosse onde avec le Covid, et petit à petit, voilà, on réduit le truc. Mais il faut continuer de réfléchir le truc en mode vague. Donc, à un moment donné ou à un autre, de toute façon, le marché utilisera le prétexte qu'il veut pour corriger, mais à ce stade-là, ce n'est pas le cas. Donc, au niveau des taux, on continue de se détendre. J'ai rien de plus à dire. Je pense honnêtement qu'on peut venir chercher la zone des 98 ici, et donc continuer un petit peu la détente. Si on commence à là, en fait, en gros, au niveau des taux, vous devez continuer à garder une volatilité basse. Donc on peut continuer de progresser, donc ça veut dire que les taux continuent de baisser, quand le prix des obligations monte. Mais tant que vous gardez une volatilité qui est basse, c'est idéal pour le marché action. Si on commence à faire des poussées un petit peu trop fortes, ça peut coincer sur le marché action parce qu'on voudra y voir que le ralentissement économique commence à se faire plus fort et que donc, en gros, on commencera à taper sur la Fed parce que c'est toujours le bouc émissaire, évidemment, en lui expliquant que finalement, elle ne baisse pas les taux assez vite et assez fort. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, ça se fait de manière graduelle, mais c'est ça
qu'il faudra éventuellement regarder. Quand on va regarder nos indices, on va regarder le CAC 40, c'est haussier point barre. Le seul truc que j'ai, c'est cette résistance oblique qui pour l'instant a été validée par le marché. On a eu le petit aspect correctif, mais on n'est même pas revenu chercher la petite oblique ici. Donc voilà, tant que ce gap-là, de toute manière, n'est pas comblé, c'est haussier point barre. Le jour où on comble ce gap-là, on se dira, on rentre dans une espèce de ventre mou avec voilà, cette zone des 7450 à 7250 qui sera une zone de tampon. Mais voilà, je ne veux pas entendre de retournement baissier, etc. Au minimum, tant qu'on ne redescendra pas en dessous des 7002. Donc à ce stade-là, c'est toujours haussier. Éventuellement, on s'ouvre une nouvelle porte ici. On sent que sur le CAC 40, ça rame un petit peu plus, évidemment. Mais voilà, c'est comme ça que je le regarderai. C'est toujours le luxe qui va nous intéresser. Et donc la Chine. La capacité de la Chine de rebondir, de reprendre, malgré tout ce qui est dit maintenant. Pour moi, au contraire, c'est peut-être le moment d'être un petit peu plus contrariant sur la Chine. Au niveau de notre Nasdaq, je ne vous fais pas un schéma, et en plus, on est en train d'ouvrir certainement avec un plus 1 supplémentaire, donc on va fermer ce gap-là. On va revenir taper peut-être cette oblique ici. Il faudra voir si ça passe. Si ça passe, on peut s'ouvrir la zone des 18 000. Donc ne pas sous-estimer clairement ça. Et voilà. Et après, bon, malheureusement, j'étais pas devant. J'ai pas pu profiter moi de la porte de sortie qui m'était offerte pour faire du break-even sur mon short Nasdaq. Donc ouais, je suis pas terrible, mais de toute manière, ça fait 2-3 mois que je suis en galère. Et au niveau de l'oblique, voilà. Donc cette oblique-là, elle est bien validée pour le marché. On est venu la tester. Franchement, là, mercredi soir, je me disais bien, allez, je vais me réussir en pré-ouverture à me sortir une bonne partie du short bien et à reprendre des liquidités. Le marché ne m'a pas donné cette liberté-là. Et après, le reste, c'est de l'histoire en mode changement de couche et lavage. Bref, on va certainement refermer ce gap-là dès l'ouverture. Ce qui sera intéressant, c'est de voir la réaction. Si on casse cette oblique-là au niveau des 17 550, on peut s'ouvrir la zone 18 000. Mais voilà, maintenant, c'est en termes de, ok, qu'est-ce que je joue en termes de potentiel restant? Je pars au niveau indiciel. Et ensuite, la question, c'est est-ce que le marché peut, du coup, consolider un petit peu sur les GAFAM, mais aller me chercher une rotation et aller me chercher les autres. Et plutôt que penser tout de suite à la correction des marchés, moi je verrais plutôt un aspect rotatif d'abord. Voilà, sinon la moyenne mobile 20 va ici remonter sur mon oblique, donc mon pivot il est là. Il était au 17 150, maintenant il est au 17 180, 17 200. En gros, tant qu'on ne cassera pas ça par le bas, on ne discute pas conso. Le jour où on casse ça par le bas, on ira fermer ce gap ici, on ira certainement travailler celui-ci. 16 008, 16 009. Là aussi, pas de question de parler de tendance baissière avant un long moment, c'est juste qu'à un moment donné, il faudra s'attendre un petit peu à ce que le cocotier soit un petit peu secoué. Mais voilà, sinon, on en est, c'est haussier point barre à ce stade-là. Au niveau du Brent, on était venu ici jouer à se faire peur sur la résistance horizontale. Paf, patatras, on retombe, on va chercher ici. En gros, il n'y a pas de risque. Les Américains en attendent toujours leur représailles sur l'Iran, c'est toujours la même chose. Il faut qu'ils tapent suffisamment fort pour montrer que Biden il est fort juste avant les élections, mais pas trop fort quand même pour pas fâcher les Iraniens, pour pas engluer. Bref, c'est toujours le jeu diplomatique et géopolitique du moment. Pareil avec les Chinois pour Taïwan, etc. Il faut qu'ils soient suffisamment forts, si vous voulez, mais ils vont pas aller taper dessus, à mon avis, avant un petit moment. Voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être une fenêtre de tir pour les actifs chinois si on veut prendre ce type de risque-là. Au niveau du Brent, donc voilà, on en est là. Évidemment, le Brent nous dit que l'économie, c'est vraiment, c'est mou au mieux. Donc voilà, c'est ce vers quoi il faut tendre. Une croissance molle, globalement, un petit peu sur l'Occident. Et à ce stade-là, c'est ce que nous démontre un petit peu le Brent. Donc, on valide bien cette zone des $85 comme pivot. Tant que ça ne casse pas ici par le haut, on n'a pas vraiment d'escalade sur le Moyen-Orient et pas vraiment de retour en mode l'inflation de l'énergie et compagnie des matières premières. Mais donc là aussi, il faut regarder la Chine. Il ne faut pas omettre que si la Chine commence à redémarrer, le marché nous le démontrera par la remontée des métaux et potentiellement également du brut au-dessus des $85. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. L'euro-dollar, on continue de regarder aussi. Ça, c'est quelque chose que je vais regarder de manière assez importante, puisque là, évidemment, le marché est en train de presser le fait que même si l'économie américaine est bien plus forte que l'économie européenne tarde trop,
par rapport à ce qu'elle devrait faire, à baisser les taux par rapport à l'économie américaine. Et globalement, ils vont peut-être les baisser en même temps, alors que l'économie européenne en aurait besoin bien avant. Et donc, du coup, ben, on price un petit peu du mieux sur le dollar par rapport à ça. Si le dollar se met à casser ici par le bas, voilà, donc évidemment, l'idée, en fait, c'est assez simple. Si ça commence à casser par le bas, ça veut dire on va chercher du dollar, on va chercher la protection, donc potentiellement ralentissement éco, etc. Et ça, c'est pas très bon pour les actifs européens et émergents, globalement. Donc ça voudrait dire que va falloir encore patienter. Mais comme vous le voyez, on est dans une très large figure, donc rien n'empêche d'aller chercher ici, puis de rebondir tout en restant dans la même figure et dans le même scénario long terme où on se dit, tiens, est-ce qu'on ne préparerait pas une surperformance des pays émergents et des marchés européens le jour où on casse les 1,12. Voilà, mais c'est pas demain, si vous voulez, il faut procéder par étapes. Mais si je dois me projeter à long terme, c'est plus ce que je jouerai avec une marge de sécurité, comme je vous ai dit, pour essayer d'aller chercher de la surperformance par rapport aux marchés américains qui, eux, ont surperformé ces 10 dernières années. Est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini? Évidemment, c'est prématuré de le dire aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on va regarder en termes d'indicateurs pour commencer à nous dire un petit peu de quoi il en est. Mais évidemment, rien ne sert de se précipiter, c'est des trucs qui sont un petit peu long terme à se mettre en place. Donc on en est là. Donc on ne sous-estime pas qu'on peut revenir vers la zone des 1,6. Ça ne changera pas trop le schmilblick, c'est juste qu'à court terme, on utilisera ça comme un prétexte pour jouer à se faire peur sur 2-3 trucs. Mais voilà, il faudra tenir cet oblique-là et on validera un petit peu plus la figure en triangle. Tant qu'elle n'est pas cassée à la baisse ou à la hausse, on n'a pas vraiment de signification plus que ça. Donc rien de plus à dire que ça. L'or et l'argent. Alors l'or, on sait très bien que les banques centrales continuent d'acheter de l'or, bon, on emprunte énormément, la guerre se passe également sur les monnaies, donc comme on emprunte, il ne faut pas trop que les monnaies se fassent dévaluer entre elles et compagnie, donc on essaye de jouer un petit peu la défense avec de l'or, bref, ça supporte l'or, pardon, lapsus. Mais du coup, on est toujours dans la figure ici, et il faudra réussir à casser ici pour revenir chercher les 2150. C'est toujours haussier à ce stade-là, mais voilà, ça monte un petit peu en mode larvé. L'argent également, il faut regarder, il y a des bons rebonds, des bonnes réactions. Mais ce qu'on a envie pour vraiment jouer les minières argent, qui sont pour la plupart un petit peu à la tête sous l'eau, c'est voilà, il faut recasser ici et recommencer à tâter les 25 $. Voilà, pour l'instant, ça aussi, les minières hors argent, ça dépend lesquelles, hein. Il y en a qui sont de meilleurs configs que d'autres, mais voilà, il y a encore un petit peu du boulot et c'est pas encore gagné au niveau des sous-jacents en tant que tel. Là, l'avantage, si vous voulez, c'est que si le prix des minerais, des métaux augmente, l'avantage, c'est que la majorité des producteurs en profiteront parce qu'ils ont investi ces dernières années, ça leur a coûté énormément de marge, mais là, du coup, comme la plupart sont en désinvestissement, voire leurs investissements et leurs coûts sont désinflatés, actuellement, grâce à la baisse des prix de l'énergie et compagnie, eh ben, ils profiteraient au max pour marger, ils sont en surplus de production, en surplus également de prix éventuels. Donc là, c'est là où on pourrait avoir des ouvertures. Que ce soit pour la Chine, que ce soit pour l'Argentine, que ce soit pour jouer les minières comme ça hors argent, pour moi, c'est jamais des paris long terme. C'est toujours du moyen terme au max. On est sur des trucs qui, à long terme, pour moi, font pas grand-chose ou se font défoncer, globalement. Euh, Parce que voilà, c'est des business qui, globalement, ont besoin d'énormément de ressources, sont très capitalistiques et compagnie. Donc c'est pour ça que quand je les joue vraiment sur des cycles, en fait, parce qu'il y a un alignement des planètes, mais c'est tout. On fait pas, on joue pas à 10 ans, globalement, même si un jour, potentiellement, ça arrivera, que vous ayez une tendance. Vous êtes sur des minières, c'est vraiment un effet de levier par rapport au sous-jacent. Donc on évite, pour moi, on joue ça toujours à moyen terme. Ouais, je pense que j'ai fait un petit peu le tour et on peut se regarder quelques actions et que je réfléchisse. Alors, première chose qui se passe, c'est qu'on a nos bancaires, on voit BNP Paribas, les résultats sont pas tip-top, ça se fait défoncer directement. Alors, les tendances, si vous voulez, restent encore comme il faut. Et alors, il faut encore reculer sur des graphiques mensuels pour le voir, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, il faut intégrer ces baisses-là dans des figures qui sont très larges, qui ont une quinzaine d'années maintenant. Vous le voyez, des figures en triangle qui sont très larges et où on a un triangle intermédiaire qui est ici. Donc, peut-être qu'on ira le tester ou pas. Mais en gros, si on commence à gratter un petit peu en dessous, alors peut-être qu'on viendra tester ça, peut-être qu'on viendra tester ça également. Hop, ici.
Donc voilà, d'un point de vue très long terme, l'investisseur, si vous voulez, voilà, il se dit qu'on peut venir chercher jusqu'aux 50. Tant qu'on est sur les 50, on est sur la médiane. Mais vraiment, le jour où on se dit les bancaires retrouvent de la splendeur comme dans les années 2003-2007, c'est le jour où on dépasse les 70 sur BNP Paribas. Ah, ça y est, j'ai j'ai le shift qui commence. Donc après, moi, ce que j'aime bien regarder en ce moment, c'est les titres baissiers et hop, on va y arriver peut-être. Euh, Comme je vous ai dit, fusion-acquisition, les trucs cycliques, ça peut commencer à intéresser un petit peu au niveau des valorisations, on ne sait jamais. Bref, je regarde un petit peu euh, tout ce qui est copain automobile. Donc on a eu les chiffres de General Motors qui ont été achetés et bon, on va pas se cacher, on va pas se mentir, quand vous regardez sur un graphique mensuel, c'est baissier point barre. Quand on regarde un équipementier auto comme Valeo, on peut se dire c'est pas cher, ce qu'on veut, mais en attendant, ça tire la tronche. À très court terme, vous le voyez, pour moi, il y a deux étapes. Il y a déjà une première étape d'essayer de se remettre bien comme ici, de reconstruire, de revenir taper là. Et ça sera le gros morceau à dépasser au niveau des 15 euros. Et là, on pourra commencer à se dire, tiens, le secteur automobile avec Valeo, etc., ça commence un petit peu à redevenir quelque chose qui peut être intéressant. Mais ça va être la même chose sur Forvia. On n'y est pas, ok? Donc là, rien ne sert de courir. Pour l'instant, ce qu'on joue éventuellement, c'est les rebonds techniques et compagnie. Oui. Du coup, on n'a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent que pour l'instant juste une hypothétique de se dire, bon, pourquoi pas, ces valeurs cycliques, ça commence à être valorisé de manière intéressante, mais voilà, c'est pas, on n'y est pas encore sur des signaux purement graphiques. Voilà, et POM, ça va être la même chose. Et enfin, ça peut être assez long globalement, parce que pour moi, on fonctionne toujours avec des obliques. D'abord, on casse les obliques, on va chercher les horizontales, après on congestionne, et après, quand on casse l'horizontale, là, on a le vrai signal moyen terme, en règle générale, on peut jouer. Donc pour moi, voilà, ça doit se procéder par étapes. Pour l'instant, on a les modes rebond, etc. Il faut voir encore quelle va être la force qui peut être donnée. Mais en effet, ça peut être pour moi les niveaux intéressants. Autre point intéressant, évidemment, c'est de regarder Apple. Apple, c'est un petit peu comme Tesla, j'ai envie de dire. Enfin, un petit peu. C'est pas encore comme Tesla, mais peut-être qu'on arrivera sur du Tesla. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle comme les 7 magnifiques, Tesla, on a plutôt plus trop envie de la mettre dedans, puisque la configuration n'est plus du tout la même et on voit est même nettement dégradée. Ici, vous avez un gap, je veux dire, et même un double gap. Tant que ce double gap-là n'est pas refermé, on est dans une situation de retournement à la baisse. Apple, on n'y est pas encore là, mais déjà depuis plusieurs mois, ce que l'on ressent, c'est que ça commence un petit peu à fatiguer. On voit, hop, on est ici, l'ouverture va se refaire sur le support. Alors peut-être qu'on tiendra, qu'on ira refermer le gap, ça aidera le Nasdaq peut-être à aller chercher des plus hauts ce que vous voulez. Mais toujours est-il, ça ne change pas le schmilblick que ça commence nettement à fatiguer et que si on casse ce niveau-là, on reviendra certainement travailler dans l'année 2024 cette zone des 160 $. En tout cas, voilà. Le risque, il est plus important maintenant sur Apple que le potentiel de gain restant. Pour moi, il y a pas grand-chose. Comme je vous le disais, c'est ça. Si on se projette à long terme, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner sur les prochaines années sur Apple par rapport au risque de perte et sur d'autres actions potentiellement, il y a de la surperformance à faire par rapport à du Apple. Donc c'est ça qu'il faut commencer à regarder. Et par exemple, si je regarde un S&P mais qui est que sur du dividende, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est que c'est un indice, vous voyez, qui a globalement sous-performé toute l'année 2023 par rapport à des indices qui sont trustés de valeurs de croissance et donc de valeurs technologiques. Et on a eu, à partir de novembre, la remontada qui s'est faite, mais tout le monde est monté en même temps. Et là, maintenant, c'est là où on voit à nouveau de la sous-performance. On a à nouveau de la sous-performance à court terme, puisqu'on fait une consolidation à plat, alors que les GAFAM continuent de pousser vers le haut. Et donc, c'est ce que je regarde. Dans ces valeurs à dividendes, en fait, c'est pas vraiment pour jouer le dividende. C'est juste qu'en gros, dans ces valeurs à dividendes, vous avez des mastodontes cycliques, essentiellement industriels. Donc, si jamais on commence ici à casser par le haut et à consolider sur les valeurs technologiques, semi-conducteurs et compagnie,
ça sera la rotation qu'il faudra y voir. C'est-à-dire il faudra veiller à ne pas voir dans la baisse éventuellement des indices la fin des haricots, etc. Il faudra voir que, du coup, l'illusion des indices qui sont surpondérés sur des grosses valeurs est en train de se fader, mais ça ne veut pas dire que tout le marché dans son ensemble, parce que c'est la figure, potentiellement on aura les rotations qui se mettront en place. Et vous allez retrouver exactement la même chose. Tout ça, c'est des choses également qu'on a abordées, notamment à l'académie il y a de nombreux mois, mais on va retrouver la même figure, vous voyez, sur les petites capes. Et là, c'est des petites capes toutes mélangées. Il y a de la value, il y a de la croissance dedans. Et on retrouve la même figure que sur ce tracker dividende. Donc, on a la même chose. Donc, on voit de la sous-performance toute l'année 2023, surtout les grosses capes qui fonctionnent. On a eu des mouvements de rebond, si vous voulez, mais derrière, on purge. Derrière, on fait la remontada. Et là, maintenant, on a la congestion qui se met en place. Et alors là, maintenant, c'est est-ce qu'on arrive à casser par le haut? Si on fait ça, pour moi, on joue pleinement la rotation. Et c'est-à-dire qu'on va aller chercher de la surperformance en dehors des très grosses capitalisations qui font les indices aujourd'hui. Et donc, il faudra veiller à ne pas se leurrer en regardant les indices en se disant « ils faiblissent », parce que l'action sera certainement ailleurs, sans pour autant que les indices le remarquent. Parce que ces actions-là, évidemment, sont sous-pondérées. Enfin là, sur Russell 2000, elles y sont même pas. Puisqu'on parle des 2000 petites capitalisations américaines. Donc c'est ça pour moi qui va être important et que je regarde. C'est du coup se poser la question sur, ok, très bien, on a des hausses exponentielles sur les GAFAM, mais du coup, quel est mon potentiel de gain restant si je me projette? Est-ce que c'est pas le moment d'avoir une réflexion et d'aller chercher un petit peu des titres qui sont sous-valorisés ou moins valorisés pour essayer de jouer ce type de rotation-là? Et même si ça marche pas, vous avez une marge de sécurité quelque part, parce que ils baisseront, mais potentiellement ils baisseront moins que le reste. Donc ça, voilà, c'est les éléments. Alors que mon second n'est absolument pas d'accord, mais avant. Donc voilà, ça, voilà, c'était pour moi des choses importantes à regarder. Évidemment, pour le secteur auto, je fais un petit peu dans le désordre, mais il y a évidemment des constructeurs qui sont très importants. Vous avez du Stellantis, donc on voit la remontada de Stellantis qui se fait très fort ici, avec le pullback qui est parfait sur l'ancienne zone de résistance qui devient support. Et là, vous avez la remontée, vous avez les résultats de General Motors qui ont été appréciés. Je ne vous montre pas Ferrari, parce que là, on est sur de la pure GAFAM en tant que telle. On sort même du secteur automobile, on peut même la considérer comme n'étant plus du secteur automobile, mais on est vraiment dans cette conso discrétionnaire, et on a un petit peu de tout dans cette conso discrétionnaire. On a les bons élèves et les moins bons élèves. Et ensuite, voilà, si on y reste un petit peu dans ces bons élèves, vous avez tout ce qui est luxe sur le marché français. Et donc ça aussi, voilà, ça sera très dépendant. Alors je nettoie un petit peu le graphique, mais en gros, on a bien validé ici la congestion, cassure par le haut, le pullback sur la zone qui resserre de support, et la remontada qui se fait. Et alors là, je veux dire, Hermès, c'est quand même le dossier le plus cher de luxe, pas comme peu, et c'est toujours le plus puissant. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, et il dépend énormément de la Chine. Donc après, je reste sur mon hypothèse du biseau ascendant, si vous voulez. Je reste sur mon hypothèse où là aussi la question à se dire, c'est ok, si j'achète du Hermès, si vous voulez, si je me projette à quelques années, est-ce que c'est vraiment un titre qui va continuer de surperformer par rapport au reste, ou qui est plutôt dans une réserve basse de son potentiel futur, avec le risque évidemment le jour où on casse cette zone des 1900 et surtout des 1800, ça sortira jamais. Ça s'arrête jamais. C'est comme la hausse des GAFAM, ça s'arrête jamais, la maladie des gosses. Donc voilà, donc c'est ça que je regarderai. Et pour LVMH, évidemment, il y a eu les résultats qui ont été très achetés la semaine dernière. Ça a permis au CAC 40 de remonter bien. Et ça tient, les résultats. Donc on n'est pas à l'abri, je veux dire, d'aller chercher cette zone des 800 balles. Ici, on joue la zone de résistance suivant comment vous voyez les graphiques, si vous allez en semaine, etc. On est sur les zones de résistance ici, entre les 790 et les 800. On peut même aller jusqu'aux 820, mais globalement, voilà, c'est ça que je regarderai, c'est est-ce qu'on va passer ça ou est-ce qu'on va bloquer? Et ensuite, on a le support à 750. Si vous recassez le support par 750 par le bas, vous aurez la moitié de ce chandelier-là qui sera la zone support pivot.
Le jour où on recasse ça par le bas, en gros, on validera peut-être le fait qu'on est dans une espèce de canal baissier assez large. Donc vous pouvez avoir beaucoup de zigzags, mais là, c'est la même question. Le trader, si vous voulez, ou le moyen termiste s'y retrouve très bien, mais le long termiste, la question à vous dire, c'est tant que je suis dans ce canal-là, globalement, ma performance, puis surtout pour celui qui fait du DCA, etc., je vais sous-performer globalement, certainement. Si en plus le marché fait de la rotation, je vais clairement sous-performer le reste. Donc à mon avis, c'est la réflexion qu'il faut avoir ici, où tout le monde se dit, voilà, les grosses valeurs, évidemment, c'est ce qu'il faut avoir, parce que c'est ce qui marche, et puis il n'y a que ça, et donc tout le monde fait la même chose. La réflexion un petit peu contrarienne, c'est pas que le marché va se casser la figure, globalement, c'est que le marché peut retrouver de la volatilité, parce que ces titres-là, on l'a vu, peuvent être volatiles, et comme ils sont surpondérés dans les indices, ben, ça peut pousser de la volatilité sur les indices qu'on n'a plus l'habitude de voir. Mais au contraire de ça, c'est justement aller chercher de la performance maintenant sur les autres, sur pas les mauvais élèves, mais sur les moins bons élèves qui n'ont pas autant profité des flux, autant profité des hausses, et donc qui ne sont pas autant valorisés et qui peuvent aller chercher de la performance. Parce que c'est ça qui est intéressant dans le marché aujourd'hui, c'est qu'il y a des titres qui sont super valorisés, trop valorisés, on peut se poser des questions, mais il y a des titres qui sont correctement, voire bassement valorisés, et qui revêtent un intérêt, même si demain on parle ralentissement économique, ces titres-là revêtent un intérêt de par ne serait-ce que leur aspect défensif. Donc voilà, mais il y a l'aspect également, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, parce que clairement on demande mon attention, mais secteur de la santé également, je ferai peut-être, si j'ai le temps la semaine prochaine, un article ou une vidéo dédiée, mais voilà, bon, c'est rien de nouveau, bien entendu, rien de nouveau par rapport à ce qu'on peut se dire déjà depuis de nombreux mois, de nombreuses années, mais c'est clairement ça aussi qui va être intéressant de regarder, le secteur de la santé. Si vous regardez l'inflation sur les 30 dernières années, c'est les hospitalisations et la santé globalement qui ont les hausses de prix les plus stratosphériques et ça bouge pas. Tout ce qui est technologique, si vous voulez, c'est de la déflation que vous avez. Mais tout ce qui est santé, c'est de l'inflation. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais là aussi, voilà, c'est clairement un secteur d'activité où, mis à part quelques dossiers qui sont les bons élèves qui se payent très très cher, vous avez tout un tas de plus petits dossiers, moins gros dossiers, on va dire plutôt, qui ont des valorisations qui restent intéressantes. Voilà, donc ça, c'était le mot de la fin pour dire il faut boucler. Julien, c'est terminé. La stat, on verra si le chômage permet de pousser un petit peu plus loin parce qu'on reste dans une économie ou si on se dit qu'on reste dans une économie résiliente. De toute façon, le chômage, pour moi, c'est un truc qui se dégrade très lentement et qui se dégradera ensuite petit à petit de plus en plus rapidement. Mais voilà, c'est long, hein, ça prend du temps tout ça, et donc c'est bien comprendre, si vous voulez, que le marché boursier a le temps d'anticiper 2 ou 3 fois et de revenir en arrière par rapport à ce que la macro fait, parce que c'est une machine de guerre qui est très lente, la macro, et donc c'est pour ça qu'il faut éviter de croire instantanément, si vous voulez, que les vues macro vont se diffuser dans le marché. C'est un truc qui se construit au fur et à mesure. Voilà pour cette vidéo, on reprendra quand les maladies seront un petit peu terminées, qu'il y aura un petit peu plus de temps, des vues plus globales sur les listes d'actions que je suis. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite de rester en dehors de la gastro, et je vous dis à lundi, j'espère, pour commencer à vous faire aussi, continuer à vous faire au moins 1 ou 2 chroniques par semaine, et vous faire un point sur le portefeuille, évidemment, puisque pas mal de choses bougent, même si je ne peux pas suivre aussi bien que ce que j'aimerais, et donc forcément dans ma manière dynamique de trader, ça a un impact actuellement, mais voilà, c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Et excellent week-end à vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour rentrer un petit peu plus dans le détail d'un petit truc qu'on a parlé en début de vidéo et qui je pense est très important, au moins jusqu'aux élections américaines. Et je vous dis à lundi. Salut les graphes.